table ronde qui a un peu abordé l'IA et les politiques publiques, qui est le thème de la seconde table ronde. Cette table ronde sera totalement dématérialisée puisque l'animateur et les intervenants sont en ligne. Donc, je demande, je ne sais pas si la régie est prête pour nous connecter. Voilà, donc elle sera animée par Mokhtar Seck de Digital Technologies. Donc, comme intervenant, activez la vidéo, s'il vous plaît, pour qu'on puisse voir l'intervenant. Donc, je disais qu'il y aura 3 intervenants. Monsieur Montaga Keita de Tulip Industries. Monsieur William Elong de Algodrome depuis le Cameroun. Madame Aminata Amadou Garba de l'Union internationale des technologies. Si Mokhtar Seck nous écoute. Monsieur Mokhtar. Oui, bonjour, bon après-midi à tout le monde, je suis là. Merci. Vous avez la parole. Donc, je vous remercie beaucoup pour cet atelier. Je pense qu'on a combien de temps on a déjà pour cet atelier, pour cette session? À peu près 1 heure. Hein? D'accord. Donc, dans 1 heure, on va essayer d'aborder de long en large. Bon, je pense qu'on aura moins d'1 heure pour l'atelier. Donc, 1 heure. Donc, 1 demi-heure à peu près. Ah, d'accord, on a 1 demi-heure. Donc, tout d'abord, je vais demander à mes intervenants de se présenter. Hein? Donc, Madame Aminata Garba. Bonjour, excusez-moi, j'étais mute, j'étais en train de parler. Donc, merci pour cette présentation et cette opportunité de nous présenter. Alors, mon nom, c'est Aminata Amadou Garba. Je suis professeure associée à l'Université Carnegie Mellon Afrique. Et puis, je suis actuellement en livre et je travaille à l'Union internationale des télécommunications dans le secteur des infrastructures de télécommunications. Donc, voilà, merci. Très bien, merci Madame Garba. Et le panéliste suivant. Je crois que nous sommes... Il n'y a qu'une seule panéliste ou bien... Peut-être qu'il faut activer le micro de l'autre panéliste. Je prends le nom. L'autre panéliste, je crois que c'est M. Montaga Keita. Et William Elong. Bon, je me retrouve les organisateurs. Les 2 autres panélistes, je pense que c'est M. Keita et M. Elong. Est-ce que leurs micros sont activés? Ils ne sont pas en ligne. Hein? Les 2 ne sont pas en ligne. Donc, je pense que les 2 ne sont pas encore en ligne. Vous pouvez démarrer avec...
D'accord. Donc, merci. Donc, on va commencer avec Mme Garba d'abord. Parce qu'on sait que le problème de l'intelligence artificielle se situe à plusieurs niveaux. Bon, il y a bien sûr des pays qui sont assez avancés dans ce domaine avec, comme les États-Unis, la Chine ou Israël, avec les engagements pris au niveau du pays, au niveau des gouvernements, en matière de régulation, en matière d'investissement, en matière d'appui à la recherche et développement. Et il y a d'autres pays qui viennent, avec surtout quelques pays de l'Union européenne qui ont pris des mesures phares l'année dernière. Et quelques pays aussi bon, l'Afrique, on n'a que très peu de pays actuellement. Par exemple, en Afrique, on peut voir seulement du côté de l'Afrique de l'Est avec de l'Afrique du Nord avec l'Égypte. Il y a aussi l'île Maurice qui ont fait des avancées importantes au niveau du développement des politiques en matière d'intelligence artificielle. On a aussi quelques pays qui sont sur la voie comme le Kenya, l'Afrique du Sud et la Tunisie. Du côté du Moyen-Orient, on a bien sûr Israël qui est un champion dans ce domaine. Et en Asie, on a aussi la Chine qui est là, je pense que la Chine occupe la deuxième place de l'intelligence artificielle derrière les États-Unis. Donc, Madame Garba, quelle est votre vue d'ensemble de cette politique de l'intelligence artificielle en Afrique? Comme vous êtes à l'UIT appuie beaucoup les pays africains à mettre en place les politiques de développement de l'économie numérique. Quelle est la place de l'intelligence artificielle dans ces politiques de développement économique? C'est la première question. Merci beaucoup pour cette question. Alors, donc effectivement, comme vous l'avez dit, quand on regarde le domaine digital en général, et plus spécifiquement quand on zoome au niveau de l'intelligence artificielle et des big data ou les données massives, on voit qu'au niveau des pays africains, et pas que les pays africains, en général les pays en développement, mais surtout les pays africains, qu'il y a encore un certain c'est pas vraiment un retard, mais que les pays n'ont pas vraiment démarré, on va dire ça comme ça, n'ont pas vraiment démarré la mise en place de l'intelligence artificielle et de tout ce qui va avec. Parce que quand on parle de l'intelligence artificielle, elle ne peut pas fonctionner seule. En réalité, ce dont on parle, c'est les données massives, c'est la technologie digitale et l'intelligence artificielle. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas vraiment dissocier la politique de l'intelligence artificielle à la politique digitale globale. Donc, c'est un tout qui va ensemble. Donc, pour revenir aux pays africains, donc je pense qu'il y a une lenteur un peu à démarrer par rapport à l'intelligence artificielle. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Certains pays se disent que ce n'est pas vraiment une priorité. Nous avons des priorités. L'agriculture, c'est important en Afrique. Il y a des pays où plus de 80% de l'économie est basée sur l'agriculture. La santé est importante. Les infrastructures sont importantes. Alors, mettre de l'argent et de l'énergie pour développer des secteurs qu'ils pensent être moins prioritaires, donc c'est ça la question. Mais ce que je pense, c'est que les pays doivent regarder ça de façon à ce que l'intelligence artificielle et les données et la technologie digitale vont ensemble avec ces secteurs économiques prioritaires. C'est de déterminer quels sont nos secteurs prioritaires économiques et comment utiliser l'intelligence artificielle et les données pour faire en sorte d'avancer ces secteurs. Quand je prends l'agriculture, par exemple, qui est un secteur clé de plusieurs pays africains, l'agriculture, c'est un secteur qui peut être développé. On peut améliorer l'efficacité de notre agriculture par multiplier plusieurs fois cette efficacité en utilisant les technologies digitales et l'intelligence artificielle. Donc, je pense qu'il y a des raisons qui expliquent cette lenteur à démarrer, mais aussi peut-être qu'il faudrait revoir la façon dont on voit ces technologies-là. Une autre problématique, je pense, c'est la problématique qui est très importante, c'est des ressources humaines. C'est la problématique des ressources humaines. Aujourd'hui, il y a des statistiques qui montrent que dans les décennies à venir,
presque tout travail qu'on va vouloir faire aura besoin d'une certaine compétence digitale. Et plus on va aller dans le temps, plus ces compétences des données, de l'intelligence artificielle vont être très, très importantes pour le domaine du travail. Et je pense qu'en Afrique particulièrement, il y a un grand déficit quand on regarde les ressources humaines compétentes, digitales et spécifiquement en intelligence artificielle qu'on a. Et le besoin qu'on a si on veut développer ce secteur-là, il est énorme. Donc, je pense que je vais m'arrêter à ce point-là et on peut continuer la conversation. Mais pour résumer, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, il y a une lenteur, il y a des raisons qui expliquent ça, mais la question, c'est est-ce qu'on peut revoir ça d'une certaine façon pour vraiment démarrer cette politique, pas seulement de l'intelligence artificielle, qui va aller vraiment dans la politique digitale et qui sera combinée à la politique des données massives et de la gestion des données. D'accord, très bien, merci beaucoup. Je pense que c'est très clair. On ne peut pas dissocier la politique digitale avec les données, le big data, l'Internet des objets, ainsi de suite. Maintenant, il y a une étude qui nous... il y a beaucoup d'études sur l'intelligence artificielle. Bon, je prends une des estimations de Pricewaterhouse qui indique que le PIB mondial, c'est de l'ordre de... L'IA pourrait accroître le PIB mondial de l'ordre de, je pense que dans les 15 000 milliards de dollars, soit une augmentation de 14%, et dont 200 milliards de dollars pour l'Afrique. Et vous avez touché un point important, c'est au niveau des connaissances, du renforcement des capacités. Et compte tenu de l'Afrique, de l'opportunité de sa population jeune, comment vous pensez que l'Afrique pourra bénéficier de cette manne financière générée par l'intelligence artificielle, compte tenu de sa population très jeune, qui est un facteur d'opportunité, mais aussi qui peut être aussi un défi? Alors, je pense que pour que l'Afrique vraiment bénéficie de cette manne, il faudrait d'abord que l'Afrique se positionne comme acteur principal et que l'Afrique ne reste pas consommatrice de l'intelligence artificielle, des technologies digitales. Si tel est le cas, alors ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de bénéficier de cette manne, en fait, l'Afrique va contribuer pour que cette partie de ressources va au niveau des pays développés. Et c'est ce qu'on a vu sur plusieurs cas. Et donc, pour éviter cela, comme on a discuté tout à l'heure, il est très important qu'on forme nos jeunes. Les jeunes doivent être formés, les jeunes doivent avoir les connaissances. Donc, il faut qu'il y ait en place une vraie politique de développement de ressources humaines en politique, en AI, en big data, etc. Et là, je vais prendre un exemple qui m'a toujours fasciné, que j'ai trouvé très, très important, c'est l'exemple du Canada. Alors, pour développer, le Canada est le premier pays qui a mis en place une politique de l'intelligence artificielle. Et lorsqu'ils ont mis en place la politique de l'intelligence sur le plan mondial, lorsque cette politique a été mise en place, la priorité a été donnée aux ressources humaines. Le Canada s'était dit, on n'a pas assez de gens formés pour qu'on puisse vraiment bénéficier de l'intelligence artificielle. Donc, le gouvernement a mis des ressources en place, beaucoup d'argent pour que les chercheurs puissent travailler au niveau de l'intelligence artificielle, mais en plus de cela, mettre en place une structure qui a pour mission de développer les ressources humaines. Donc, ces structures-là font des formations continues pour les professionnels, mais aussi appuient les universités et autres pour que la formation se fasse au niveau des jeunes. Donc, on voit vraiment un système qui a été créé et qui génère les ressources humaines. Et les ressources humaines génèrent des connaissances, et ces connaissances-là, maintenant, vont permettre de gagner ces milliards, et on parle même de trillions dans les années à venir d'argent. Ouais. Mais tant qu'on reste la politique est bien, on va mettre en place une politique, mais tant qu'on ne met pas les ressources qu'il faut pour vraiment exécuter cette politique. Parce qu'un problème aussi qu'on a en Afrique, c'est que souvent, on a des lois, on a des politiques, mais
enforcement, et vraiment faire en sorte que ça c'est mis en place, ça devient souvent problématique ou bien il y a une lenteur par rapport à cela. Et donc, moi, je pense que ce qui est clé par rapport à cela, c'est d'abord de penser à la politique. Et lorsqu'on pense à cette politique, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut par rapport à l'intelligence artificielle et comment on peut l'intégrer dans notre politique. Elle ne doit pas venir en dessus. Comment on peut l'intégrer dans nos besoins, dans nos priorités. Et une fois qu'on a décidé cela, c'est aussi de se dire maintenant comment faire, comme vous l'avez dit, pour vraiment bénéficier des apports que ça peut nous amener. Et moi, je pense que ça passe avant tout par la formation des ressources humaines, mais pas que, ça passe aussi par plusieurs autres choses. Il faut des discussions, il faut plusieurs choses pour que ça se fasse. D'accord, merci beaucoup. Donc, je pense que le pilier fondamental, c'est l'éducation. Et vous avez brossé un peu ça, la recherche et le développement aussi, c'est extrêmement important. Sachant qu'au Canada, le gouvernement a investi beaucoup au niveau de la recherche et du développement pour développer ce secteur et tant d'autres. Et c'est le même cas pour les pays développés. Mais on a un problème en Afrique. L'investissement, la contribution de l'État au niveau de la recherche et développement est très faible. Comment, comme vous êtes enseignante aussi, comment avec cette contribution très faible en recherche et développement, on sait que tout se passe par la recherche et le développement, est-ce qu'il y a des chances pour que l'Afrique puisse bénéficier de l'intelligence artificielle durable? Quand je parle de l'intelligence artificielle, je veux parler d'applications durables, parce que durant le Covid, on a eu beaucoup d'applications innovatives sur l'intelligence artificielle développée par les jeunes startups. N'oublions pas qu'on a des milliers de startups. On a à peu près, je crois, 6 500 startups en Afrique et seulement 10% travaillent, ont développé des applications au niveau de l'intelligence artificielle. Mais souvent, ces startups, c'est des morts-nés, 1 an, 2 ans après. Et tout ça parce qu'il n'y a pas l'appui nécessaire au niveau gouvernemental, mettre en place un fonds dédié à la recherche, au développement et à l'appui des startups. Et ça, c'est fondamental pour le développement de l'intelligence artificielle au niveau du continent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les politiques, quel genre de politique, est-ce qu'il faudra regarder cette politique de la recherche et développement au niveau local ou au niveau sous-régional? D'autant plus qu'on parle maintenant du marché commun africain, la zone de libre-échange économique. Est-ce que les Africains doivent se regrouper pour faire un développement homogène de la recherche au niveau du continent? Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Déjà, effectivement, l'Afrique, c'est un des continents qui a le plus de petites et moyennes entreprises. Ça, c'est vrai parce que quand on regarde toutes ces femmes en Afrique qui ont leur propre entreprise, que ça soit vendre des fruits, que ça soit faire les beignets, que ça soit les ateliers de couture, etc., on a énormément de petites entreprises. Le problème, c'est que ces petites entreprises n'ont pas souvent le support qu'il faut pour qu'elles deviennent matures, pour qu'elles se développent et pour qu'elles arrivent à un niveau supérieur. Mais c'est effectivement un des continents qui a le plus de petites et moyennes entreprises, surtout les petites entreprises. Maintenant, le problème au niveau du digital et au niveau de l'intelligence artificielle et en technologie en général, il est vrai aussi que presque partout, le taux de succès d'une nouvelle entreprise, il est faible. Souvent, il faut essayer, il faut réessayer, etc. Mais en plus de cela, les entrepreneurs, les jeunes innovateurs et entrepreneurs en Afrique ont souvent des challenges reliés au financement, reliés au cadre de travail, reliés à l'encadrement. On revient encore au niveau de ressources. Ils n'ont pas des fois l'environnement avec le coaching qu'il faut pour amener leur entreprise à un niveau supérieur ou leur innovation, je devrais dire, à un niveau supérieur. Et donc, tout ça crée des difficultés. Et quand je viens au niveau universitaire, les enseignants souvent ont des difficultés à trouver les fonds nécessaires pour financer leurs recherches. Ou encore, un autre problème qui se pose, c'est que les universitaires, il n'y a pas assez d'enseignants au niveau universitaire, ils ont tellement de charges de cours
qu'on ne leur donne pas aussi le temps nécessaire de se focaliser et de faire la recherche. Et tout ça revient à financer la recherche et le développement. Parce que quand on finance la recherche et le développement, on comprend qu'on a besoin de laisser du temps aux chercheurs pour faire la recherche. S'ils enseignent chaque jour, ils ne pourront pas faire cette recherche. Et donc, par rapport au fonds, je pense effectivement qu'on devrait collaborer un peu plus. Donc, mettre en place des structures qui nous permettent de collaborer au niveau régional et puis aussi de partager les ressources et de financer les recherches. Par exemple, il y a des universités qui n'ont pas accès à certaines librairies de recherche. Or, il y en a qui ont accès. Donc, si on fait cette collaboration, rien que cet échange d'informations peut permettre à un autre enseignant dans une autre institution d'avancer par rapport à s'il n'avait pas accès à cela. En plus de cela, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il est important de mettre en place des politiques ou des stratégies peut-être, qui vont permettre de financer la recherche et le développement au niveau régional. Il est très, très important qu'on puisse vraiment se positionner. On a beaucoup de chercheurs qui ont la capacité de le faire, mais qui n'ont pas forcément les ressources nécessaires pour leur permettre d'accomplir cette mission. Merci beaucoup. Je pense que vous avez touché du point du doigt. Il faut vraiment qu'on puisse faire au niveau continental quelque chose pour améliorer la recherche et le développement, parce que les chiffres ne sont pas favorables pour l'Afrique, parce que il y a les dernières estimations que nous avons 35 chercheurs par million d'habitants en Afrique. Et en Europe, c'est 2000. Hein? Et aux États-Unis, c'est 4000. Donc, l'écart est extrêmement énorme. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'encadrement des jeunes startups. Dans certains pays, les startups, je pense que la politique gouvernementale ne comprend pas très bien l'apport de ces startups au niveau du développement durable. Parce que moi, j'ai visité des pays et il y a des startups qui ont vraiment développé des applications innovatives. Mais quand il y a des appels d'offres au niveau gouvernemental, c'est impensable que ces startups puissent compétir avec des grandes firmes internationales. Donc, il y a quelque chose sur la politique à revoir ça, pour accompagner les startups au niveau de la formation, au niveau de l'accès au marché local surtout. Parce qu'ils ont les idées, mais ils n'ont pas les moyens d'accéder au marché local. Des fois, on leur demande des cautions qu'ils n'ont pas, parce qu'un startup n'a pas d'argent. Et comme la technologie évolue, ces startups aussi doivent être formées de tout le temps sur le développement des nouvelles technologies. Et ça, c'est l'aide, un fonds de développement des startups, un fonds de l'innovation et de la recherche pour aider, je crois, l'Afrique à bénéficier d'une partie de cette manne financière. Maintenant, revenons à notre camp. On parle d'infrastructures universitaires, des laboratoires. Regardons la connectivité en Afrique. Parce que la base de cette intelligence artificielle, c'est sur la connectivité. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Makhtar, oui? Il me semble qu'il est en ligne actuellement, donc vous pouvez le prendre en compte dans l'intervention de la table ronde. Merci. D'accord, donc je vais laisser Mme Garba se reposer un peu parce qu'elle a beaucoup parlé. C'est M. Keïta, vous êtes un jeune start-up, hein? Oui, tout à fait. On est passé de start-up maintenant et nous sommes basés en Guinée, Conakry, et nous sommes 74 maintenant collaborateurs dans cette entreprise. Et je vous rejoins tout à l'heure sur ce que vous avez dit au niveau des opportunités. Parce que j'ai récemment fait un TEDx ici et le sujet, c'était la difficile confiance dans nos technologies indigènes, nos technologies locales. On ne peut pas se comparer à un grand groupe de consultants, un grand groupe d'experts qui arrivent de l'étranger. Parce que très souvent, lorsqu'on compétit, on nous demande par exemple 300 000 euros, 500 000 euros de caution. Et lorsque vous êtes une jeune entreprise, c'est impensable de le faire. Et ça, c'est répandu maintenant en Afrique. Lorsque vous partez, Tulip, aujourd'hui, nous avons 23 pays avec lesquels nous avons des représentations. Mais à tous les coups, tout le temps, lorsqu'il y a des appels d'offres, il faut mettre 100 000 euros, 300 000 euros, 500 000 euros. Alors, imaginez-vous, nous, on essaie d'être continental, on essaie d'être un peu partout. Mais comment déposer partout où on part? Comment déposer 300 000 euros, 500 000 euros?
Ce n'est pas possible. Donc, à la fin, on finit par se faire éliminer simplement parce qu'on n'a pas cette garantie. Et nos gouvernements aussi ne sont pas là pour nous accompagner. Parce que nos gouvernements pourraient, par exemple, payer cette caution pour nous. Si, sur une cinquantaine, par exemple, au niveau de l'appel d'offres, une cinquantaine, nous sommes dans les 3 premiers, cela veut dire que nous avons quand même un bon projet, de bons produits qui peuvent vraiment être pris par l'autre pays ou l'autre gouvernement. Mais si notre propre gouvernement n'a pas cet appui, cette aide, ben c'est très difficile. C'est très, très difficile. Donc, je vous rejoins là-dessus, oui. OK, merci beaucoup. Je pense que vous avez parfaitement raison et puis vous avez vécu l'expérience. Mais, voilà. Mais compte tenu actuellement de l'état de la connectivité en Afrique, oui. 28% accès Internet, le large band à 34%. Comment vous pensiez qu'on peut développer le IA sur le continent? Alors, très simplement, par exemple, nous, les devices qu'on crée, c'est-à-dire les bornes interactives ou les tablettes, bien sûr, nous appuyons nos clients en créant, nous avons créé une data center au niveau de l'entreprise. Donc, au lieu d'héberger sur le cloud, forcément, ils peuvent faire appel à notre data center. Mais là, oui, on a des problèmes qui dépassent un peu la connectivité parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays africains quand même qui ont la fibre optique. En Guinée, c'est plus de 4000 km de fibre optique, d'accord, mais c'est le coût. Nous avons l'infrastructure qui est là, mais les coûts sont exorbitants. Mais de deux aussi, l'infrastructure énergétique. Une data center, on utilise nous du solaire, des groupes électrogènes, tous les systèmes qui existent sur la planète pour ne pas être en pénurie d'électricité parce que ça consomme énormément ça au niveau ressources énergétiques. Donc, c'est ça le plus grand problème. Ce n'est pas seulement la connectivité. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains sont déjà passés à la 4G. Certains pays font même les tests de la 5G, mais c'est le coût à l'accès. Nous avons environ 30% seulement qui sont là-dessus, qui sont connectés, et le reste, pas du tout. C'est à cause du coût surtout. Ça coûte très cher. Nous, par exemple, je vous parle là à l'intérieur d'un véhicule qui circule, mais j'ai la connexion, ça va, la connexion 4G. Mais à quel coût? Tout le monde ne peut pas le payer. Notre data center à Tulipe de l'autre côté, les coûts sont faramineux. C'est-à-dire, une start-up régulière ne pourrait pas soutenir ces coûts-là et puis continuer ses activités. Ce n'est pas possible. Rien que pour la connectivité, nous payons énormément cher par rapport à l'Européen, à l'Américain. Nous payons 5 fois, quelquefois même 10 fois plus. Voilà. Ouais, donc, ça revient à Mme Garba, la question de la souveraineté numérique. On n'a pas beaucoup de data centers en Afrique. Donc, l'ensemble, la plupart des... Si on veut développer l'intelligence artificielle dans ces conditions, ça veut dire que soit on développe des data centers sur le continent, soit il faudra aussi que, ou bien on héberge les data ailleurs. Et il y a la question de la souveraineté des données qui se pose actuellement au niveau de l'ensemble des pays africains. On a beaucoup de firmes internationales sur le continent qui développent beaucoup d'applications qui génèrent lot of data. Je me tairai de citer les noms, et ces data sont à l'extérieur du continent, la plupart. Comment nous devions nous faire pour avoir cette souveraineté numérique? Madame Garba, quelle est votre réflexion là-dessus? Je vous remercie beaucoup pour cette question. Si vous le permettez, je vais juste faire un retour sur la question précédente. Mon travail actuellement, c'est effectivement la connectivité dans les zones rurales. C'est ce que je fais. Et on est en train de travailler sur un projet pour se dire comment faire en sorte qu'on a actuellement la moitié de la population qui n'est pas connectée. Et l'Afrique, c'est le continent qui présente le moins de connectivité, autour de 20 et quelques % de personnes connectées sur Internet. C'est le continent le moins connecté. Après l'Afrique, c'est l'Asie, autour de 45 %. Alors, si on regarde, on vient au niveau de l'Afrique et on se dit, mais pourquoi on a ce problème de connectivité? Muntaga l'a dit tout à l'heure, le coût. Le coût reste élevé par rapport au niveau de vie de la population. La commission Broadband a dit que pour que l'Internet ou la connectivité soit abordable, il faut qu'elle soit autour de 2% du revenu de la population.
Et quand on regarde au niveau de l'Afrique, si je prends un pays par exemple, avec un PIB, je ne sais pas de combien, mais mettons un revenu par personne mensuel de $100, donc le coût doit être de $2. Mais quand on vient, d'après eux, et ça encore, on peut débattre cette question de 2%, mais quand on vient au niveau des pays, comment ça se fait en général? On prend le revenu moyen. Et quand on prend le revenu moyen, on sait qu'en Afrique, il y a de très grandes disparités entre les riches et les pauvres et la classe moyenne. Donc, le revenu moyen, on calcule le 2%, on se dit oui, ça va, mais ça ne va pas parce qu'on n'est pas allé au niveau de la finesse, on n'est pas allé au niveau des gens, au niveau des régions rurales qui gagnent peut-être, je ne sais pas moi, $100 par mois. Et dans ce cas-là, donc, ils doivent payer moins de $2. Alors que si on vient, on se dit, mais c'est $500 et que la connectivité coûte $10, c'est abordable. Donc, je pense que le problème fondamental qu'on a, c'est de faire une analyse qui est vraiment très fine, aller dans les différentes souches et donc voir le coût de la connectivité. Mais le coût n'est pas le seul problème de la connectivité. C'est aussi l'utilisation. Si je suis un fermier, un agriculteur, je n'ai pas besoin de certaines applications. Il y a des applications qui m'intéressent, c'est de regarder l'usage dont on a besoin pour développer cette connectivité. Donc, je m'arrête là au niveau de la connectivité, mais pour faire un lien et dire que pour développer les data centers, et même si on veut utiliser le cloud, on a quand même besoin de la connectivité parce que le cloud est logé quelque part. Donc, il faut cette connectivité pour envoyer les données et reprendre les données. Donc, la connectivité reste importante même si on n'a pas de data center. Et si on a les data centers, elle reste encore très importante. Donc, dans tous les cas, c'est une des bases fondamentales avec l'énergie qui est aussi un problème fondamental d'infrastructure. L'énergie et la connectivité restent fondamentales pour qu'on puisse développer des data centers et pour qu'on puisse développer des données au niveau local. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, Mactar Seck, c'est que si nos données sont hébergées quelque part, il peut y avoir des problèmes de souveraineté. Et dans ce cas aussi, c'est de décider qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a des pays, les États-Unis hébergent une partie des données du gouvernement chez Amazon. Donc, il y a des pays, ben, ça reste encore aux États-Unis, mais c'est les données gouvernementales. Il y a des pays où le gouvernement a décidé de mettre leurs données dans les clouds internationaux. Des fois, on est en train de dealer entre le coût et la maintenance qui est moins élevée parce qu'on laisse quelqu'un gérer nos données et la question de souveraineté, surtout quand on est un pays où le cloud n'est pas logé dans le pays même. Donc, c'est prendre en considération ces questions-là. La question de sécurité et de données est très importante quand on parle d'intelligence artificielle et de données. C'est une des bases fondamentales et beaucoup de pays africains aujourd'hui n'ont pas de loi pour la protection des données. Il n'y a pas de loi qui est là en place pour protéger les données des individus. Et aujourd'hui, si je prends l'exemple des compagnies cellulaires, par exemple, en Afrique, qui génèrent beaucoup de données, mais on ne sait pas à qui appartiennent ces données, qu'est-ce qu'on fait avec ces données. Et tant qu'il n'y a pas de loi qui définit l'usage des données, ou Internet, pas seulement les compagnies cellulaires, ou Internet, et tant qu'il n'y a pas de loi qui dit clairement qui a le droit, qui détient les données, alors les compagnies peuvent faire ce qu'elles veulent de ces données-là. Et la protection des données reste, en plus de l'électricité, de la connectivité, reste fondamentale si on veut développer des données. On ne peut pas se créer des données tant qu'on n'a pas mis vraiment les guidelines pour dire comment ces données vont être traitées et vont être sécurisées. Très bien, Madame Garba. Donc, je vais revenir sur la partie infrastructure et après, on va reprendre la question de la souveraineté. Je pense que c'est extrêmement important ce que vous avez dit sur la protection des données à caractère personnel, compte tenu de l'évolution actuellement de la société de l'information en Afrique. Donc, Muntaga, je pense que vous avez dit que les coûts étaient exorbitants, très chers. Et il y a des câbles sous-marins, beaucoup de câbles qui traversent l'Afrique. Mais le problème aussi, c'est qu'en Afrique, on a le câble dans les pays côtiers. Et c'est le problème du last mile qui pose problème dans plusieurs pays. Et comme Mme Garba a parlé de la connectivité locale, je pense qu'il faudra qu'on puisse réfléchir à mettre aussi des technologies
palliative. Donc, on n'a pas besoin de toutes les technologies modernes. Par exemple, il y a des applications, on n'a pas besoin du 5G ou bien du 4G. On a besoin des VSAT pour faire ça au niveau rural. Donc, il faudra vraiment qu'on puisse avoir une politique qui répond à nos besoins propres en Afrique par rapport à qu'est-ce qu'on a besoin dans le rural. Est-ce qu'on a besoin d'un 5G, d'un 4G ou bien d'un satellite? Donc, il faudra vraiment que les pouvoirs publics puissent réfléchir à cela. Oui. C'est quelque chose de très important pour réduire les coûts. Il n'y a que ce seul moyen de réduire les coûts. Et quand on fait de la réduction des coûts, il y a la partie aussi industrialisation. Donc, l'industrie des technologies de l'information n'est pas tellement développée sur le continent. C'est pourquoi la majeure partie des équipements viennent de l'extérieur avec les taxes qu'on connaît. Donc, voilà. Justement, pour rattraper ce que vous dites, par exemple, au niveau de l'infrastructure, c'est là où nous, on a décidé de changer un peu le paradigme. C'est-à-dire, au lieu de tout le temps importer, nous pouvons fabriquer certains équipements ici, et ces équipements peuvent être, par exemple, des bornes interactives, peuvent être, par exemple, des tablettes, des équipements qui permettent de recueillir les données. Vous comprenez? Et donc là, on peut maîtriser une partie de nos données, même si ce n'est pas tout. Aussi, vous parliez tout à l'heure de last mile. Last mile, ce n'est pas un très grand problème à la fin, j'ai vu, parce que la plupart des sociétés de téléphonie ici offrent la 3G très souvent à l'intérieur du pays. Je prends un exemple. La Guinée économiquement n'est pas plus développée que le Sénégal ou bien la Côte d'Ivoire. Mais nous avons dans toutes les régions de la Guinée aujourd'hui la 3G. Vous voyez, avec un des opérateurs. On devrait avoir plus d'opérateurs pour que la compétitivité puisse réduire les coûts, bien sûr, parce que les coûts sont faramineux pour les villageois. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en étant à l'intérieur du pays, en zone rurale, cette 3G n'est même pas exploitée. Alors, lorsque vous l'utilisez, vous êtes presque le seul ou bien à deux à être sur la ligne au niveau data. Donc, ça va très vite. Donc, ça m'étonne même maintenant de voir, par exemple, des villageois, lorsqu'ils ont un smartphone, pouvoir faire la vidéoconférence, par exemple, sur les réseaux sociaux comme WhatsApp ou autres, avec un de leurs parents à l'étranger. Ça passe très vite, parce que cette 3G est presque inexploitée en milieu rural. Donc, elle suffit largement pour l'instant. Lorsque les besoins vont se faire sentir, comme au niveau télémédecine, nous avons par exemple nos équipements de télémédecine, là oui, on aura besoin d'une très large bande passante plus que la 3G, au moins la 4G. Donc, c'est au pouvoir public aussi de se dire, avoir la connectivité et l'avoir moins cher partout sur le territoire national c'est une stratégie à adopter. Il en va maintenant de la survie de nos nations. Parce que lorsque vous voyez aujourd'hui des adresses e-mail de ministres et vous vous rendez compte, sont des adresses e-mail de cloud qui sont à l'étranger et toutes les décisions, beaucoup de décisions ou bien de correspondance passent par cela, c'est très dangereux. Il en va de la survie d'une nation. Même les gouvernements sont plus sécurisés parce que beaucoup de fonctionnaires utilisent les réseaux sociaux pour transmettre des dossiers. Et donc, il faut arrêter tout cela. On ne peut pas continuer sur cette base. Et la détention de nos données nous rend indépendants. Si on se fie tout le temps à des clouds qui sont à l'étranger, eh bien, nous n'avons pas le contrôle de ces données. Et l'intelligence artificielle, c'est comme les joueurs de Cori pour pouvoir prédire l'avenir. C'est sur les données. Le fil, le carburant de l'intelligence artificielle, ce sont ces données. Et en Afrique, on offre ces données gratuitement. Gratuitement. Et on ne fait même pas attention à qui on les offre. Très bientôt, l'avenir de certains pays africains seront décidés à partir de l'extérieur, carrément, basés sur l'intelligence artificielle. Et aussi, on a besoin d'avoir nos données à nous pour pouvoir créer des algorithmes propres à nous. Parce qu'on se rend compte que les algorithmes développés, par exemple, en Europe, aux États-Unis ou en Asie, sont basés très souvent sur des données locales là-bas. Et donc, pas très souvent adaptés à nous. Ce n'est pas adapté à nos conditions. Donc, pour développer des solutions d'intelligence artificielle adaptées à l'Afrique, il faut des données africaines. Et pour cela, il faut des équipements adaptés, voire même créés en Afrique pour collecter ces données et des data centers locaux pour pouvoir les stocker aussi. Voilà. On ne vous entend pas, on ne vous entend pas. Votre micro est muté. Okay. Donc, vous avez dit quelque chose d'extrêmement important, que les données, c'est le carburant de la 5e révolution.
Et pour cela, comme Mme Garba a dit tout à l'heure, il nous faut un cadre pour la protection des données à caractère personnel. Donc, Mme Garba, j'ai une question. Vous savez que l'Afrique a adopté la Convention sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. La Convention de Malabo, je pense que c'est dans les années 2014-2016, comme ça. Et jusqu'à présent, on n'a que 7 pays. Et c'était une demande des chefs d'État africains, de l'Union africaine. Et jusqu'à présent, il n'y a que 7 pays qui ont adopté, qui ont ratifié cette convention. Alors, la question qui se pose, quel est le rôle de nos politiques dans cela? Demander une loi, et la loi a été élaborée, et parmi les 54 États, il n'y a que 7 qui ont ratifié. Et que beaucoup de pays préfèrent utiliser les lois de Budapest ou ailleurs. Et que au niveau du continent, il n'y a que 12 pays seulement qui ont, qu'on peut dire, qui ont des mesures assez légales, des provisions assez légales au niveau de la protection des données à caractère personnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Et l'autre question, c'est comme Muntaga a dit, qu'il y a beaucoup de données qui partent de l'État ou bien qui sont gérées par des firmes étrangères. Et en Europe, on a fait avec le règlement des données à caractère de la protection des données à caractère personnel. Est-ce que vous pensez que l'Afrique doit s'orienter vers un cadre continental pour protéger ces données à l'image de l'Europe, des États-Unis, ou bien qu'est-ce qu'on doit faire de la convention actuellement qui existe au niveau de l'Afrique sur la protection des données à caractère personnel? Donc, je donne la parole à Madame Garba. Après Muntaga, je pense que vous pouvez réagir parce que vous êtes dans le milieu, vous êtes très impliqué. Et je pense que la Guinée joue un rôle important au niveau de Smart Africa. Et ce problème est au cœur des discussions au niveau de Smart Africa. Madame Garba. Merci beaucoup pour cette question. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tantôt je l'avais dit, un problème qui a toujours persisté, c'est vraiment une fois que des lois ont été créées, il ne suffit même pas seulement de les ratifier, mais de faire en sorte qu'elles soient vraiment enforced, vraiment mises en application. Et si ça ne se fait pas, s'il y a quelqu'un qui n'a pas respecté la loi, que la personne soit punie par rapport à ça. Et ça a été un problème sur beaucoup de lois. Dans le secteur de télécommunications, où moi j'ai travaillé en Afrique, on avait eu beaucoup de problèmes comme ça, où il y avait des lois, par exemple, au niveau de ECOWAS, où on a des lois qui ont été créées au niveau de la sous-région, mais il y a eu beaucoup de mal à enforcer ces lois-là. Et donc, je pense que cette loi rentre dans ce cadre-là. Donc, c'est vraiment continuer la sensibilisation par rapport à ça, continuer les discussions et continuer à regrouper pour qu'on puisse continuer au niveau régional. L'Afrique ne pourra, les pays africains sont obligés de travailler ensemble. On a trop peu de ressources pour s'individualiser. Même les pays européens qui ont beaucoup plus de ressources que nous, c'est pas vrai, on a plus de ressources que n'importe qui, mais qui sont plus développés que nous, on va dire ça comme ça entre guillemets. Ils se sont mis ensemble pour mettre en place cette loi sur AI, par exemple, sur la protection des données, etc. Parce que ça donne plus de force quand on est ensemble. Et nous, en tant que pays africains, je pense qu'on n'a pas vraiment beaucoup le choix. Ce n'est pas un luxe de s'individualiser. On est obligé de se regrouper, comme on a dit tout à l'heure, pour les ressources, pour la recherche, pour l'innovation, pour la formation des capacités, pour ce cadre légal et stratégique des données. Je pense qu'on a besoin de faire ça ensemble. Et probablement, au moins que les grands cadres soient mis ensemble, les pays peuvent avoir leur spécificité en dedans de cela. Donc, moi, je suis d'accord qu'il est important qu'on puisse travailler ensemble pour se développer plus. Et par rapport aux données, effectivement, le fait que les données partent ailleurs, que je suis d'accord avec Muntaga, si on peut faire en sorte que tout soit créé local, on crée des richesses. Si on crée nous-mêmes nos smartphones, aujourd'hui, on a des iPhones, on a tout nous vient de l'extérieur, mais si on crée nous-mêmes, l'Afrique a quoi? La population de l'Afrique est énorme, donc on a un grand pouvoir d'achat. Donc s'il y a des smartphones, s'il y a les tablettes, les devices sont créés localement, mais aussi
le traitement des données est fait localement, je pense que ça permet pas seulement de sécuriser les données, mais aussi de créer les richesses et de créer la compétence locale et de renforcer ce développement et de créer de l'emploi. Et c'est comme ça qu'on va créer un cercle où on va continuer à avancer. Très bien. Muntaga? Oui, est-ce que vous pouvez répéter le noyau de la question, parce que je me réinstaller, s'il vous plaît? D'accord. Donc, on parlait de, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, avant que vous vous installiez, que les données, c'est le carburant de la 5e révolution. Et il y a la question de la souveraineté dont on a parlé. Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau africain? OK. Donc, vous avez saisi le fil ou bien je continue? Oui, oui, j'ai saisi parfaitement. Monsieur le coordonnateur de la table ronde, nous sommes en train d'amputer sur le temps qui nous a été accordé. Donc, nous avons largement piétiné le temps qu'on nous a accordé. Et donc, on va rapidement, après l'intervention de Keïta, peut-être voir comment les deux intervenants vont conclure. Merci. D'accord. Donc, vous nous donnez 5 minutes et puis on conclut. Voilà. Alors, je vais aller très vite. Au niveau de la souveraineté, c'est impératif. On ne peut plus en Afrique se dire, bon, la technologie, on n'est pas obligé. Non, on est obligé parce qu'il en va des données. Ce n'est plus seulement au niveau des équipements, mais c'est la collecte de ces données par tout moyen possible, mais surtout par des moyens créés en Afrique. Retenir les données en Afrique pour générer nos propres algorithmes qui peuvent résoudre nos problèmes. Parce que si on laisse les autres garder ces données, ils développeront des algorithmes là-bas qui serviront plus des industries là-bas. Le problème, c'est de réclamer cette sorte de souveraineté, mais au niveau des données. Parce que nous utilisons beaucoup de devices aujourd'hui qui viennent d'un peu partout. Donc, un peu tout le monde sur cette planète a nos données, mais nous-mêmes, on ne les a pas. Donc, c'est une stratégie, même sécuritaire. Au niveau sécuritaire, il nous faut impérativement avoir maintenant les data centers ici. Et puis, on peut avoir des partenaires à l'étranger, comme pas possible. D'accord. Mais d'abord, ici, les données. Parce que dans 10 ans, 35 à 40% des Africains auront atteint un niveau de vie moyen ou élevé. Cela veut dire qu'il y a un pouvoir d'achat immense. On ne peut pas continuer tout le temps à expatrier les données, les mettre ailleurs que chez nous. Il faut qu'on les ait ici. Donc, on réclame une sorte de souveraineté à travers ça, en créant localement et en gardant localement ces données. Je pense que c'est excellent de la part des deux orateurs. Donc, je pense qu'on n'a pas le temps de voir tous les problèmes liés à ce sujet. Je pense qu'on n'a pas parlé des questions éthiques, on n'a pas parlé des questions du curriculum de l'éducation. Donc, il y a des choses de l'engagement gouvernemental, on en a parlé un peu, on a parlé des infrastructures, de la recherche et de développement, de cette dynamique africaine qui doit travailler dans les groupements régionaux, sous-régionaux et continentaux pour arriver à vraiment faire de l'intelligence artificielle un outil de développement socio-économique du continent, tout en assurant derrière la souveraineté numérique. Donc, je vais donner la parole à Muntaga pour votre dernier mot. Alors, parce que vous êtes start-up. Donc, votre dernier mot, je veux que vous orientez à donner un conseil aux jeunes qui veulent se lancer dans ce métier de start-up. C'est un métier très difficile et avec beaucoup de challenges, mais à la fin, avec beaucoup de persévérance, on peut réussir là. Donc, votre message. Alors, un dernier mot. Si vous voulez vous lancer, lancez-vous. Arrêtez de vous poser des questions. À Tulip Industries, j'ai commencé banalement. Une toute petite affaire, fabriquer des kiosques. Aujourd'hui, nous sommes 74. Là, je suis dans l'équipe qui développe les logiciels pour ces bornes, ces tablettes et autres, et des bases de données. Nous sommes en tout 74 dans l'immeuble, plus de 7 étages. Donc, tout est parti comme le Big Bang. De rien, vous pouvez tout réaliser. Et pensez surtout à l'impact que vous créez. Ne pensez pas à l'argent. À combien ça va vous rapporter? Pensez plutôt à l'impact social. Plus ça impacte les populations, et plus vous gagnerez de l'argent. Donc, c'est inversé là. Ne pensez pas à penser impact d'abord. Donc, nous sommes là, nous travaillons, et puis voilà, nous souhaitons tous les partenaires du monde, mais nous créons aussi le futur de l'Afrique, une sorte de renaissance de nos technologies indigènes, locales, africaines. Voilà, donc qui veut se lancer, lancez-vous, n'hésitez pas. Si vous ratez, ce n'est pas grave, vous aurez toujours une chance de recommencer parce que vous êtes jeune. Voilà.
Merci beaucoup. Excellent, Muntaga. Et c'était ravi de vous avoir sur ce panel. Donc, Madame Garba, excusez-moi, Madame Garba, vous avez une double casquette. Vous êtes enseignant et aussi vous travaillez à l'UT. Et en tant qu'enseignant, c'est le socle du développement. Et pour créer le futur de l'Afrique, comme a bien conclu Muntaga, quel est votre dernier mot? Quel conseil vous pouvez donner à nos gouvernements et à la jeunesse qui veulent se lancer au niveau du développement des technologies numériques en général? Oui, je suis mute. Alors, mon message au niveau des gouvernements, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils ne soient pas spectateurs. Il ne faut pas regarder le film, les autres jouer le jeu et gagner tout ce qui va avec, mais il faut qu'on s'assure qu'on joue dans ce scénario-là de big data, de AI, de digital. On doit être acteur et acteur principal. On ne peut pas se permettre vraiment de laisser passer ça et de dire que ce n'est pas notre priorité. Et pour cela, je pense qu'il est temps de commencer à réfléchir à la question de stratégie, à réfléchir à la question de travailler ensemble avec les autres pays aussi. Et surtout, en tant qu'enseignante, vraiment, j'appelle à ce qui est un renforcement de capacité pour les jeunes, pour que nos jeunes, dans les décennies à venir, soient aussi compétitifs que les jeunes de n'importe quel autre continent. Donc ça, il est très important qu'on puisse mettre en place dans nos universités, dans nos formations, des formations en digital, en AI, en données, qui puissent permettre aux jeunes de se former, de leur donner cette base, de leur donner cette possibilité. Et je pense qu'ils vont faire beaucoup de choses. Merci beaucoup. Donc, le mot de la fin, pour créer le futur de l'Afrique, il faut être un acteur principal de cette société de l'information. Donc, je vous remercie. À vous la parole. À vous le bon. La session est finie. Merci. 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 Allez, merci. Merci à tout le monde. J'ai oublié de me présenter aussi au début. Moi, je travaille à la Commission économique des Nations Unies. Allô, Maktar. Et je m'occupe du programme digital et du Centre d'excellence de l'économie numérique, de l'identité numérique et aussi de l'économie numérique, identité numérique et aussi commerce numérique. Donc voilà. Et je travaille beaucoup avec l'UIT et aussi avec les pays africains, notamment la Guinée. Allô, Maktar. Oui. Merci beaucoup donc, pour cette table ronde qui était très, très intéressante. C'est vrai que ce n'est pas très facile quand on est à distance. On aurait aimé vous avoir ici à Bordeaux, hein, toi, Muntaga et Aminata. Ça aurait été un plaisir, mais je pense que ce n'est que partie remise. Voilà. On se retrouvera. Oui, très bien. Donc, nous sommes... Très bien, merci. Merci à tout le monde. Allez, bye bye, merci. Allez, bye bye. Bye.